Pinky, Raspberry, est-ce que vous aimez la poésie? Ouais, pourquoi? Bah pourquoi tu rougis? Ce silence est suspect. Je vais inspecter sa chambre pour en savoir plus. Non mais où tu crois aller comme ça là? Bon, en attendant d'en savoir plus sur la gêne de Raspberry, je vais présenter le sujet du jour. Le Hyakunin Isshu est un recueil d'une centaine de poèmes d'auteurs japonais différents, compilés en une seule anthologie durant l'ère Heian, à savoir de 784 à 1185-1192, date à débattre. Ces poèmes sont nés dans ce que j'appelle l'âge d'or de la poésie de cour, c'est l'ère qui précède la naissance des Bakufu, également appelés shogunats, et qui s'est achevée sur la guerre qui a opposé deux familles guerrières, les Taira et les Minamoto. Cette guerre a débuté pour des raisons de tentative de monopole du pouvoir, a abouti à la victoire des Minamoto et a entamé le premier âge guerrier japonais. Avant ça, la cour elle était au-dessus de tout, les nobles vivaient d'encre et d'eau fraîche, en s'envoyant des poèmes pour courtiser et tenter de nouer des alliances entre familles pour gagner en influence et en richesse, bref, des trucs chiants de nobles. C'est donc dans ce contexte qu'ont été rédigés les 100 poèmes du Hyakunin Isshu. Du coup, cette vidéo avait l'air bien partie pour être une japanologie, cependant si vous êtes observateur, vous avez remarqué qu'il s'agit d'un tuto-taku, et pour une raison très simple, Chōyaku Hyakunin Isshu Utakoi est en réalité un manga de Kei Sugita. En 2012, le studio TYO Animation sort un animé de 13 épisodes se basant sur l'histoire du manga, qui est un ensemble de surinterprétation d'une sélection de poèmes du Hyakunin Isshu. Ce phénomène d'adaptation est très commun au Japon, et cette adaptation animée, en plus d'être du pain béni pour tous les hipsters nostalgiques de la belle époque de Fushigi Yugi, c'est l'occasion de se mettre entre les pattes un vrai morceau de culture, donc posez-vous avec des mochi bon marché, aujourd'hui on parle de Chōyaku Hyakunin Isshu Utakoi. Au début, la forme, je savais pas trop quoi en penser, ça avait l'air assez commun comme style d'animation. On commence gentiment avec un personnage historique nommé Fujiwara no Teika et qui est doublé par Madre de Dios Yukikaji, et qui va se charger de nous présenter les œuvres et les contextes. Mais là, on commence à mettre le doigt sur quelque chose de particulier. Si vous voulez, la présentation est extra-digétique et cette méthode me rappelle un peu celle qu'on peut trouver dans Aoi Bungaku Series, mais comment expliquer? Disons que le délire est poussé bien plus loin. Donc on va pouvoir commencer à aborder de manière pertinente la forme de cet animé, car bêtement critiquer le style d'animation, c'est qu'un complément de la première question qu'il faut se poser. En quoi la manière de présenter les poèmes est-elle singulière? Je veux dire, j'ai pas envie de vous spoil, mais il faut que je raconte ce qui se passe dans l'épisode 6 pour que vous vous figuriez le bordel. Donc je vais mettre un timecode et un petit jingle à la con pour que vous puissiez passer le spoil si vous avez pas vu l'animé. Hola, hola, rata-da-da-da. Voilà, donc l'épisode 6 introduit de nouveaux personnages et des compléments de relations entre ceux déjà présentés et leurs caractères qui n'ont pas pu être plus approfondis dans les épisodes précédents. Mais genre... Nous avons une parodie de Grand Prix Formule 1, un faux talk show, une parodie de combat Yu-Gi-Oh, puis arrive l'épisode 10 qui s'ouvre sur deux gus déguisés en danseuse étoile avec un mini poulet sur la tête. Ça ne s'invente pas. L'épisode 6 est une espèce de bordel synthétique du délire de vulgarisation historique qu'essaie d'être Chōyaku Hyakunin Isshu Utakoi. Nous venons donc de voir qu'il y avait une volonté de rendre l'animé plus attrayant pour le public en essayant de caler des références, des clins d'œil et des parodies. Et c'est sur ce fait qu'on pourra se poser une question simple. Jusqu'où la vulgarisation historique permet la parodie? Et une autre question, à partir de quel stade les parodies et dérives passent du stade de bénéfice à celui de décrochage pour l'intérêt de l'animé? Parce que bon, quand tu vois ça et que tu tentes d'expliquer à tes proches que tu mates un animé sur la poésie, t'es un peu dans la merde. Pareillement, je me suis surpris plusieurs fois à me demander... Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? J'ai alors mis l'animé sur pause et me suis demandé, est-ce que je suis vraiment le public visé? Non. La réponse est non. On peut être tenté de répondre que oui, mais factuellement, si nous autres occidentaux nous plaignons de trouver le Japon trop loufoque, c'est parce qu'on a, pour beaucoup, pas baigné dans ce genre d'atmosphère dès très jeune. Faut bien comprendre que ce genre de vulgarisation ne rend pas cet animé bizarre, il le rend intriguant pour qui y est habitué, et malheureusement pour nous, qui y est habitué n'est pas le public occidental majoritaire. Cet animé s'adresse aux japonais, jeunes et consommateurs de divertissement, et le divertissement au Japon, bah c'est ça. Après me faites pas dire ce que j'ai pas dit, si on prenait le mec d'Aoi Bungaku Series et qu'on lui collait une cagoule Shrek sur la tête, il aurait pas l'air crédible 2 secondes. C'est dégueulasse, butez ces trucs. Dans Chōyaku, ça marche aussi parce que le thème de l'animé s'y prête, mais aussi parce que c'est un animé quoi, c'est beaucoup plus libre dans l'humour et sa représentation. Et pour en revenir à la question à quel stade la parodie dessert la vulgarisation, si vous me demandez, la réponse est simple, c'est quand la parodie n'a aucun lien avec ce que tu veux vulgariser. À chaque fois qu'un élément loufoque apparaît, il sert soit à développer les relations entre les personnages hors du cadre de la narration pure, soit à l'introduction d'un nouveau personnage qu'il faut un minimum connaître avant d'aborder son œuvre. Et ça? Joker. Donc la forme loufoque, oui, incohérente, non. C'est aussi une part de l'esthétique et ça empêche pas l'animé d'être sérieux quand il faut l'être. On y reviendra plus tard, on va aborder maintenant la question du fond. Ok, donc scénaristiquement parlant, comment se découpe Chōyaku Hyakunin Isshu Utakoi? Si tu donnes le nom complet de l'animé à chaque fois, ça va vite être long. En bref, un épisode de Chōhyaku se focalise globalement sur un ou deux poèmes de l'anthologie et développe une histoire qui raconte supposément le contexte d'écriture des poèmes. Faut garder à l'esprit que les histoires racontées ne sont que des interprétations très libres, comme l'indique le terme Chōhyaku qu'on peut traduire par interprétation très libre. Habille Émile. Faut être vigilant parce qu'un terme qui clarifie les intentions de l'œuvre traitant d'un classique de la poésie, en japonais pour les japonais, c'est clair. Là où ça l'est moins, c'est pour ceux qui ne parlent pas japonais, et
et on a vite tendance à tirer des conclusions hâtives et à assumer que ce qui nous est montré est authentique, surtout si on prend en compte le côté culturel du matériau d'origine. Donc n'oubliez pas, les contextes historiques entre les personnages et racontant le contexte d'écriture des poèmes sont très libres d'interprétation, et j'insiste là-dessus. Mais du coup, là où ça force le respect, c'est quand on sait que tout ce que l'on voit dans l'animé est le résultat d'un travail de recherche sur les poèmes en eux-mêmes, sur leurs auteurs et leurs relations. Donc c'est de la surinterprétation basée sur un avis personnel, mais le travail de recherche monstrueux est à saluer bien bas. Sugita Sensei, je vous tire mon chapeau. Bref, comme dit précédemment, les épisodes se concentrent sur un poème ou deux, ce qui fait que les épisodes ne sont pas liés les uns aux autres. Sauf l'épisode 6. Genre faut le voir pour comprendre. Enfin oui et non, parce qu'on parle d'auteurs de la cour qui se connaissaient, donc fatalement on retrouve des personnages d'anciens épisodes qui interagissent avec d'autres. Par exemple Narihira, Munesada et Yoshiko interagissent entre eux relativement souvent dans les premiers épisodes. Le frère de Narihira a eu droit à son épisode, bref on retrouve une sorte de fil conducteur entre certains poèmes, mais dans la logique l'anime entier ne se concentre pas sur un couple et les histoires d'amour sont parfois liées entre elles, parfois non. Par exemple, Sei Shonagon n'a pas particulièrement interagi avec Ononokomachi, pourtant elles sont toutes les deux au centre d'une intrigue traitée par l'anime. Donc dans la narration nous avons des histoires tournant autour de poèmes et de ceux qui les ont écrits, leur contexte supposé d'écriture et le dénouement de chaque histoire, avec bien souvent un fil conducteur entre certains écrivains. Ça vous semble bien peu et vous semblez vous dire que le seul intérêt de cet animé, c'est de suivre des histoires d'amour. Pas vraiment en fait. Pour vous expliquer, il faut que vous connaissiez le principe de base d'un poème japonais. Ces poèmes sont courts car ils sont censés capter en un nombre limité de caractères les sentiments ressentis sur l'instant. Un poème, c'est tenter de photographier avec de l'encre et un pinceau les sentiments humains. Et pour le coup, cet animé remplit son rôle à merveille, car bêtement vous montrer et vous faire découvrir des poèmes, c'est chiant. Si on peut le dire, c'est comme quand t'étais obligé d'apprendre Chanson d'automne de Paul Verlaine en CM2 alors que t'en avais rien à talquer. Genre si je vous balance 5 vers d'un poème auquel vous bitez rien, vous allez me répondre ok, c'est cool. Par contre, si je vous ai préalablement accroché avec des personnages attachants et une histoire bien narrée qui vous donne un peu de contexte, les 5 vers vous les verrez plus comme une énigme, mais comme un secret entre vous et un artiste qui a voulu vous transmettre quelque chose qui l'a fait vibrer. Le but de Chōyaku Hyakunin Isshu Utakoi, ce n'est pas de vous faire découvrir des poèmes, c'est de vous les faire ressentir, c'est pas un étalage bête et méchant de poèmes pour pouvoir les placer à un énième dîner mondain et avoir l'air con quand on vous demande ce que ça veut dire. C'est pour vous faire comprendre ce que c'est que d'aimer la poésie, et c'est pas pour rien que ce que je traduis par poème veut littéralement dire chanson d'amour en japonais. N'hésitez donc pas à regarder Chōyaku Hyakunin Isshu Utakoi, parce qu'au-delà d'être un animé sur la poésie, c'est une ode à l'amour tel qu'on le ressentait au Japon il y a plus de 1000 ans. Taiga! Pourquoi tu cries? Arrête! Tu sais quoi? Raspberry lit des poèmes de cours à l'eau de rose. Bah elle a le droit. Hein? Pinky, je vais te retourner le visage sur ta propre tête. Ah, attends, Raspberry, t'étais encore dans ta chambre? Bah dans ce cas c'est qui quand on est sorti il y a 2 minutes? Chopez-le! C'est pas le moment de faire suer, alors tu me rends mes affaires ou j'imprime ton faciès sur ma porte pour servir de mise en garde. Ok petit malin, je sais pas qui t'aime mais t'as volé un truc à ma sœur et une autre de mes sœurs s'est bouffé une poutre par ta faute. Elle le méritait mais ça n'excuse rien, rends-nous ça et disparaît. Je crains fort que ce ne soit pas possible. Des poèmes si jolis dans la chambre de ce gorille, ce serait du gâchis voyons. Enfin, je me présente, je m'appelle Clive, et voici notre nouveau petit frère, Dolobo. Tu peux m'appeler Oni-san. Et lui, appelle-le comme tu veux. Créateur, arrête de nous envoyer des persos à la con, putain!